Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier Manon Lescaut, le roman de l'abbé Prévost. Un roman avec, comme vous allez le découvrir, beaucoup de rebondissements, de la passion, de l'aventure. Et je vais donc vous présenter, pour commencer, un résumé de l'histoire en images, et puis ensuite une analyse des thèmes principaux et des enjeux que soulève ce roman. On verra d'ailleurs qu'il a une spécificité, que c'est un roman moderne avant l'heure, pré-romantique. Et puis, vous trouverez en description un lien pour télécharger une fiche qui vous résumera tout ce cours avec donc le résumé, les thèmes, les enjeux, les personnages, enfin tout ce dont vous avez besoin. Et si vous voulez, vous aurez également la possibilité, via un autre lien, d'aller faire des quiz et des activités interactives pour améliorer votre connaissance de ce roman. Voilà. Donc, ce roman de l'abbé Prévost a été écrit en 1731 et à vrai dire, c'est un peu une histoire de fou. Si ça se passait aujourd'hui, s'il y avait un film qui racontait cette histoire, ça ferait certainement le buzz sur Netflix. Pourquoi ? Parce que ça raconte l'histoire d'un amour passionnel, il y a de la désobéissance, il y a de la trahison, il y a une cavale, il y a un exil, enfin voilà, tout un tas de rebondissements qui ne feraient pas honte aux meilleurs scénaristes qui créent les séries Netflix. Donc tout ça, c'est l'univers de Manon Lescaut. Et tu vas voir, on n'aura pas le temps de t'ennuyer. Donc, présentation des personnages pour commencer. Alors, on a Desgrieux, un jeune homme riche, plutôt beau gosse, un étudiant dans la ville d'Amiens, donc dans le nord de la France. Et puis, on a Manon Lescaut, qui est une jeune fille aussi, donc jolie, mystérieuse, très vive, elle a beaucoup de caractère. Et on comprend à demi-mot que c'est pas exactement un modèle de vertu. On se demande même si elle n'a pas fait commerce de ses charmes. Toujours est-il que quand ces deux-là se rencontrent, eh bien, boum, c'est le coup de foudre. Mais attention, cette passion va faire voler en éclats tout ce qu'ils ont connu jusqu'à présent. Donc, le coup de foudre, mais il y a un petit hic, c'est que Manon, elle devait entrer au couvent, c'est-à-dire devenir une bonne sœur. Et ce coup de foudre intervient juste avant. Desgrieux est littéralement foudroyé. Et puis Manon répond assez élégamment et gentiment à ses avances. Comme elle devait entrer au courant, ça pose problème. Donc, ils s'enfuient ensemble à Paris. L'amour les rend fous, ils sont complètement imprudents, mais ils s'en fichent, c'est beau, c'est frais, c'est la jeunesse, c'est l'amour, c'est merveilleux. Donc voilà, ils s'en vont à Paris. Alors, pour que vous compreniez bien pourquoi ça pose problème qu'ils s'enfuient à Paris, c'est parce que du coup, Desgrieux abandonne ses études et aussi la maison de son père, et il s'enfuit sans rien dire, en cachette. Et donc, il y a quand même un peu de culpabilité, mais l'amour est plus fort que son avenir et son lien familial, en tout cas à ce moment-là du roman. Le problème, c'est que Manon adore le luxe et l'amour, c'est merveilleux, mais ça ne paie pas le loyer. Évidemment, elle ne travaille pas. Donc, Desgrieux, pour essayer de subvenir à leurs besoins et de lui offrir tout ce qu'elle veut, devient escroc. Alors, il écrit aussi à son père pour avoir un peu de sous, un peu d'argent, mais bon, ça fonctionne pas terriblement. Donc, il se met à mentir à tout le monde, il joue un rôle, il fait des petites arnaques et ça finit par arriver aux oreilles de son père, qui le fait enlever par ses hommes de main pour le ramener de force à Amiens. Et le papa, il s'occupe aussi du sort de Manon et il l'envoie chez un riche protecteur pour qu'elle se tienne un petit peu à carreau.
Alors, bien sûr, les amoureux ne vont pas se laisser faire, hein. Donc Des Grieux s'échappe des griffes de sa famille, et de celle de son père en particulier. Il parvient à retrouver Manon, évidemment ils se remettent ensemble, mais cette fois c'est vraiment l'engrenage fatal, hein. Les combines des Grieux, les manipulations, les vols se multiplient et puis ils finissent par se faire attraper tout simplement. Et donc, Manon, elle est arrêtée et elle est condamnée. Alors, non pas à mort, puisque sinon le roman prendrait fin, mais à l'exil. À l'exil, où ça en Louisiane, aux États-Unis. Donc, à l'époque, c'était encore une province française où on envoyait les condamnés, ceux qui avaient commis des crimes, comme c'est le cas de Manon. Alors, Des Grieux, comme il vient d'une bonne famille, lui, il échappe à cet exil. Mais on va voir on va voir. Et ce qu'on voit, c'est que Des Grieux, il lâche jamais rien. Il est vraiment tellement fou amoureux de Manon qu'il est prêt à tout, y compris à la rejoindre donc à quasiment l'autre bout du monde, hein. On est au XVIIIe siècle, ça n'a rien d'anodin de traverser l'Atlantique pour aller jusqu'aux États-Unis, et donc il prend son courage à deux mains, il embarque et il va retrouver sa Dulcinée en Louisiane. Mais il n'est pas au bout de ses peines, le pauvre. Même en Louisiane, donc, impossible de vivre tranquillement. Pourquoi ? Parce que Manon, elle est jeune, elle est jolie, elle est malicieuse, elle a plein de qualités de séduction, et le gouverneur tombe amoureux d'elle. La Louisiane était donc une province française, hein, et à sa tête était le gouverneur. Et donc celui-ci veut épouser Manon. Bon, elle n'est pas forcément d'accord, mais en même temps, pourquoi pas, dans le sens où c'est quelqu'un d'assez fortuné. Alors évidemment, Des Grieux, il supporte pas et il pète un câble carrément. Et il tue le gouverneur. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'issue. Ils s'enfuient tous les deux. Alors, ils s'enfuient où ? Eh bien, dans le désert, hein, le désert américain. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de vivres, ils n'ont absolument rien. Et bien évidemment, eh bien, tout s'effondre, hein. Ils ne peuvent pas survivre dans un milieu aussi hostile. Donc, Manon meurt dans les bras de Des Grieux, d'épuisement, de faim, de soif. Et lui, évidemment, brisé, creuse la tombe de Manon avant de s'effondrer à son tour. C'est la fin de cet amour complètement fou. Alors on va passer maintenant à la seconde partie de cette vidéo en s'attachant à la morale de l'histoire. Est-ce que c'est la passion qui doit l'emporter sur la raison ou l'inverse? Et puis on va aussi explorer assez brièvement toutefois donc les caractéristiques purement littéraires de cette œuvre de l'abbé Prévost. Le classicisme ou pré-romantisme, c'est une question qui a beaucoup agité le monde littéraire au moment de la parution de cet ouvrage. Manon Lescaut, c'est pas juste l'histoire d'un grand amour qui finit mal. Derrière la passion, l'abbé Prévost soulève des questions profondes sur la société, sur la morale, sur la liberté et même sur l'argent. Donc je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Manon Lescaut, de manière vraiment typique, hein, c'est devenu une référence dans la littérature française, c'est le roman du déséquilibre, le déséquilibre entre la passion et la raison. En effet, Des Grieux est tiraillé. Il veut être sage, il veut être bon, il veut être pieux, mais son amour pour Manon le fait chuter encore, encore et encore. Et c'est justement cette tension entre vertu et tentation qui fait tout le sel et tout l'enjeu du roman. Faut-il céder à la tentation pour vivre l'amour ou faut-il plutôt privilégier la raison pour rester vertueux? C'est de la question que pose l'abbé Prévost à ses contemporains. Mais l'abbé Prévost ne se contente pas de raconter une histoire d'amour, il critique aussi la société de son époque.
En effet, Manon est pauvre, mais elle rêve de luxe, elle rêve d'une vie meilleure, elle rêve d'être riche. Et pour grimper les échelons de l'échelle sociale, elle n'a qu'un seul pouvoir, sa beauté et sa jeunesse. C'est donc aussi le portrait cruel d'une société où tout s'achète, même l'amour, que nous dresse ici l'abbé Prévost. Et donc ça engendre une réflexion en filigrane sur la condition de la femme. Alors au moment de la parution du roman, la figure féminine très complexe de Manon a fait couler beaucoup d'encre et a alimenté pas mal de conversations parce que les gens n'étaient pas forcément d'accord sur son caractère, sur ce qu'elle est réellement. Et ce débat a prévalu encore pendant plusieurs siècles. En effet, certains jugent que Manon est une femme légère, une manipulatrice qui se sert des hommes pour parvenir à ses fins, alors que d'autres voient en elle une femme libre, moderne, victime de son époque. Elle n'a pas d'autre choix de faire ce qu'elle fait si elle veut pouvoir vivre convenablement, sortir de sa condition. Alors elle aime des grieux, ça c'est sûr, mais elle a aussi envie de vivre, de s'amuser, d'exister. Et je vous l'ai pas dit dans le résumé, mais ces nombreuses infidélités, du moins qu'on peut soupçonner, parlent aussi d'une certaine liberté de la femme qui n'existe pas à cette époque, en tout cas qui n'est pas acceptée par la société. Donc on peut se demander si Manon n'est pas à la fois tout simplement humaine et ne préfigure pas la femme moderne qu'on va voir advenir au XXe siècle. Manon Lescaut, c'est évidemment le grand roman, en tout cas l'un des grands romans de la passion. La passion, c'est un feu qui consume tout, qui donne des ailes à des grieux, qui est prêt à tout, mais qui le brûle également. Faut pas oublier que des grieux perd son nom, puisque son père le répudie, sa fortune, il perd sa morale au final, il perd même sa liberté, et Manon, quant à elle, il laisse la vie. Donc l'amour est ici présenté comme une force fatale, comme dans les tragédies antiques, et la passion est donc présentée par l'abbé Prévost comme quelque chose dont il faut se méfier, parce que ça peut entraîner jusqu'à des extrémités donc tragiques. Alors, concernant le style et le genre du roman, ce sont des pseudo-mémoires. Ça se faisait beaucoup au XVIIIe siècle. L'écrivain faisait faisait croire au lecteur, qui n'était pas dupe, que quelqu'un racontait ses mémoires. Et donc, ici, c'est raconté par Desgrieux lui-même. Donc il raconte ses élans, ses erreurs, etc. Il y a donc un certain lyrisme, bien avant Victor Hugo ou Musset, et c'est pourquoi on a pu dire que c'était un roman pré-romantique, également à cause des émotions intenses dont il est fait part chez les personnages. Pour simplifier ce que vous devez comprendre entre ce qui relève du classicisme et ce qui relève du pré-romantisme dans ce roman, on pourrait dire que le fait que la passion entraîne la chute du narrateur et par contraste donc que ça valorise la vertu, la mesure, la sagesse, tout ce qu'il abandonne et qui va se terminer de manière fatale pour lui. Tout cela en fait répond à la morale classique qui veut qu'on obéisse à la raison. Le désordre amoureux est puni, donc c'est une morale classique. Mais en même temps, il y a une dimension pré-romantique puisque l'émotion est tout à fait intense, le tourment intérieur est exploré, le sentiment d'être écrasé par un destin tragique, ça c'est vraiment l'essence du romantisme. Qui va être développé par Victor Hugo notamment un siècle plus tard, et donc ici c'est un roman qui est à la charnière, on sent que quelque chose est en train de se développer en littérature, mais c'est pas encore tout à fait abouti. Voilà, donc un roman moderne avant l'heure, puisque c'est pas encore du romantisme, mais on sent quand même que c'est un vent qui se lève et qui va tout bouleverser, le romantisme quelques décennies plus tard. C'est plus qu'un drame d'amour, Manon Lescaut, c'est
On a pu dire que c'était un miroir de l'âme humaine, c'est-à-dire que ça présente des personnages fragiles, contradictoires, passionnés. Et tout ça, ça nous touche encore aujourd'hui parce que ça parle des choix impossibles, ça parle des rêves, ça parle aussi des dérives, des problèmes, enfin, ça parle de l'humanité finalement. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser dans vos commentaires ce que vous pensez de ces personnages et de ce roman si vous l'avez lu. Ce que je vous conseille, hein, c'est vraiment un classique qui est très, comment dire, connu et puis qui est très plaisant aussi à lire. Je vous rappelle donc que vous pouvez télécharger la fiche PDF et faire les exercices interactifs pour approfondir votre connaissance de l'œuvre. Et bien évidemment, si vous pouvez vous abonner, eh ben ça soutiendrait mon travail et ça me, comment dire, ah pardon, je suis désolée, ça me conforterait dans l'idée qu'il faut que je continue à faire des vidéos parce que ça prend du temps, mine de rien. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à bientôt.